Bien, salam alaikum. Nous abordons aujourd'hui la 5e séance dans sa seconde partie. Je tiens à dire que les diapos qui vont arriver ont déjà été commentés lors de la séance précédente, mais je vais les reprendre brièvement pour se positionner un peu dans le problème. Donc nous allons aborder lors de cette seconde partie le dimensionnement des rebouilleurs. Nous nous placerons dans les deux cas, circulation forcée ou naturelle, d'un corps strictement pur. Alors, nous nous sommes donc placés dans le cas d'un corps pur qui va se vaporiser dans la calandre d'un échangeur AKU, tel que montré sur la figure, AKU, et où je présente dans la partie inférieure des diapos l'explication relative au dimensionnement qui a déjà été auparavant vue dans le cas du double tube, du dimensionnement du double tube ou bien du tube coaxial. Bien, je rappelle, nous avons deux expressions du flux qui nous permettent d'arriver au dimensionnement. Nous avons d'abord la formule du flux qui dit que toute la chaleur cédée par le fluide chaud est entièrement récupérée par le fluide froid s'il n'y a pas de perte. Une fois que les quatre températures et les deux débits sont connus, je peux accéder à la delta TML connaissant les quatre températures. Le calcul de U, c'est-à-dire du coefficient global de transfert thermique, il est donné lorsqu'il n'y a pas d'encrassement sous cette forme-là. La partie relativement simple est l'estimation du coefficient de convection à l'intérieur du tube central de diamètre D1, c'est-à-dire 2 fois le rayon R1. Et la partie la plus compliquée serait, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, celle du premier semestre, et même dans le dimensionnement de la présentation de la méthode de Kern, c'est le coefficient H2, c'est-à-dire dans l'espace annulaire où il faut pour cela définir les deux modifications que j'avais précisées, l'introduction du diamètre hydraulique au niveau du nombre de Reynolds et du diamètre équivalent au niveau du nombre de Nusselt. Simplement, dans le cas de la méthode de Kern, j'ai pris un exemple simple pour que ces deux diamètres soient identiques, donc le diamètre équivalent et hydraulique sont les mêmes dans le cas d'un échangeur tube calandre quand j'ai pris les pas que vous avez vus lors des diapos précédentes. Bien, la méthode c'est quoi? Donc la détermination du régime. S'agit-il d'un régime laminaire, turbulent ou intermédiaire? Pour décider du choix des nombres de Reynolds ou bien de Grashof, si on est en convection naturelle. S'ensuit ensuite la détermination du nombre de Prandtl, Cp mu sur K. Nous choisissons la corrélation adéquate, puis nous calculons le coefficient de convection H, selon que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du tube. Pour déterminer U, une fois que U est déterminé, nous pouvons accéder à la longueur du tube, connaissant bien sûr le diamètre du tube. On suppose que les tubes sont disponibles au niveau du magasin et par conséquent nous connaissons leur diamètre, mais nous ne savons pas quelle longueur il faudrait mettre pour arriver au résultat escompté, c'est-à-dire les températures de sortie. Bien. Dans le cas que je vais présenter, comme je l'ai dit, je me suis placé dans le cas d'un corps pur, par exemple la distillation du mélange butane-propane. On va utiliser un échangeur 1-2, c'est-à-dire une passe côté calandre, deux passes côté tube. Et on va supposer que là, comme c'est montré ici, que la vaporisation se produit au sein de la calandre, c'est-à-dire entre la surface externe du tube et la calandre. Bien. Je ne vais pas revenir sur cela. J'ai déjà expliqué que pour pouvoir travailler avec la delta TML et la deuxième formule du flux, celle du dimensionnement, il faut impérativement qu'il y ait uniquement des changements de phase sans surchauffe, ni des surchauffes, ni refroidissement. Il faut qu'il y ait uniquement les changements de phase. S'il y a changement de phase et
chauffage supplémentaire ou refroidissement supplémentaire, on se contentera de calculer les flux cédés et ou reçus, et comme c'est indiqué ici, éventuellement les pertes thermiques. Bien, tout cela je l'ai fait. Ça, c'était pour vous montrer ce qu'on appelle le flux cédé et le flux fourni. C'est un peu ce qu'on appelle les chaleurs latentes. C'est le débit multiplié par les chaleurs latentes de condensation ou de vaporisation. Et dans la diapo qui suit, c'est pour vous montrer un peu lorsque nous avons, en plus du changement de phase, par exemple, un sous-refroidissement d'une vapeur saturante. Là, en l'occurrence, il s'agit donc d'un flux cédé pour condenser puis sous-refroidir une vapeur. Donc, condenser une vapeur et sous-refroidir un liquide. Nous avons ici la chaleur latente. Et ici, nous avons la chaleur latente de condensation, La chaleur latente de condensation, on appelle ça l'énergie qu'il faut fournir pour condenser, l'énergie qui est cédée par la vapeur en se condensant. Et ici, nous avons la chaleur qui est cédée par le liquide quand il se sous-refroidit. Bien. La première partie, c'est ce qu'on appelle les chaleurs latentes, et la seconde, c'est ce qu'on appelle les chaleurs sensibles. Une chaleur sensible, c'est par exemple, elle modifie la température d'une matière. C'est par exemple la chaleur thermique, c'est ce qu'il faut pour pouvoir, par exemple, chauffer un liquide de 0 à 100 degrés avec une chaleur spécifique de 4,18 kJ par kg degré. Quand vous faites votre calcul, il faudra 4,18 kJ. C'est ce qu'on appellera la chaleur sensible. Par contre, la chaleur latente, elle modifie l'état physique de la matière. En l'occurrence, dans notre cas, dans le premier cas, vous avez de la vapeur qui se transforme en liquide en se condensant. Et dans le second cas, c'est le flux cédé pour la désurchauffe, puis la condensation d'une vapeur qui va se transformer en liquide en sous-refroidissement également. Donc ici, vous avez premièrement une désurchauffe suivie d'une condensation qui se fait à température et pression constante, puis d'un sous-refroidissement. Donc ici, nous avons les chaleurs sensibles. Alors, il y a une distinction parce que chaleur, c'est une énergie. Ici, vous avez des puissances. Donc c'est juste pour que vous compreniez que la chaleur sensible, c'est les mCp delta T, et les chaleurs latentes, c'est les m fois les L, c'est-à-dire les chaleurs latentes de condensation ou de vaporisation. Voilà. Alors, je suis en train de faire une chose ici, je pense que j'aurais dû mettre ici non, c'est bon. Bien, je vais passer sur ça. Ça, c'était un diagramme pour vous expliquer où se situaient les chaleurs sensibles et où se situaient les chaleurs latentes, c'est-à-dire les changements de phase et les désurchauffes et les sous-refroidissements. Et à l'inverse, ici, c'était où se situait le chauffage, la vaporisation et le surchauffage. Bien. Alors ici, maintenant, j'aborde un cas pratique où nous allons essayer de déterminer la delta TML et essayer de tracer les profils de température. Donc j'ai un échangeur, comme je l'ai dit, AKU, et il s'agit d'un rebouilleur à circulation naturelle. Le corps est pur dans la calandre. Le fluide chauffant, c'est un produit pétrolier, un fluide de procédé subissant un refroidissement, un simple refroidissement. Donc ici le fluide chaud, c'est un fluide de procédé qui va subir un refroidissement. Et vous avez donc le refroidissement de votre fluide de procédé, votre fluide chaud. Donc c'est un WCP delta T. Et tandis que votre rebouilleur, donc ici il y avait la calandre, le pied de calandre, il y avait la colonne, le pied de colonne,
nous soutirons du pied de colonne et nous faisons traverser notre charge le côté calandre. Donc il va y avoir, c'est écrit ici, WCP delta T plus WLV, donc la vaporisation. Simplement, j'avais dit que nous avions considéré le cas où le pied de colonne est rempli d'une charge qui a sa température d'ébullition. Donc il va y avoir uniquement de la vaporisation, il n'y aura pas de chauffage, puisque je me suis placé dans ce cas. Donc il va y avoir une revaporisation de ce qui est à sa température d'ébullition en bas de colonne. Donc je peux utiliser la deuxième formule de flux en corrigeant la delta Tml par le coefficient F, dont je ne reviendrai pas sur la méthode de l'obtention que nous avons vue dans les diapos d'avant. Ici je vous donne l'explication ou bien la nomenclature, où LV c'est la chaleur latente de vaporisation, les W ce sont les débits massiques, RB c'est le taux de rebouillage et U c'est le coefficient global de transfert thermique au sein de l'échangeur. Bien, alors ici nous avons donc les deux formules de flux, toute la chaleur cédée par le fluide chaud, le fluide de procédé, va être récupérée par le fluide que vous voulez revaporiser, puisqu'il se trouve à sa température d'ébullition. Donc on va le revaporiser. Bien. Donc si nous voulions maintenant tracer les profils de température dans notre échangeur, si nous commençons par le fluide chaud, nous avons une double passe. Donc la température diminue continuellement. Elle devrait donc diminuer sur deux tronçons. Elle entre à une température d'entrée T2, E, et ressort à T2S. Simplement, c'est un passage, c'est un double passage, c'est-à-dire une double passe. Donc il va y avoir une température intermédiaire que voici, que j'appelle T2. Le fluide à vaporiser, si on prend l'exemple que j'avais considéré dans les diapos d'avant, le mélange butane-propane, alors je vous trace un profil de température que voici pour le fluide froid que vous voulez vaporiser. Alors ici il y a une erreur et je demande aux étudiants en cours quelle est l'erreur, et bien sûr tout le monde reconnaît l'erreur. Nous l'avons dit, je l'ai dit dans la diapo d'avant, les changements de phase, ils se font tous à température et pression constante. Donc voilà comment devrait être le profil de température. Voici votre profil de température. Bien. Maintenant, il serait intéressant dans la diapo d'après d'essayer de déterminer la delta Tml, c'est-à-dire delta T max, c'est delta T max moins delta T min sur log de delta T max sur delta T min. Donc on revient ici. Donc puisque le changement de phase se fait à la même température, j'appelle la température tout simplement T1. Et delta T max, ça serait T2E moins T1E. Et delta T min, T2S moins T1E, c'est-à-dire T1. Et voici. Donc nous avons déterminé le profil de température dans l'échangeur, la delta T ml, que voici, avec delta T max, le voici, et delta T min, le voilà. Et maintenant, nous abordons un deuxième cas, où je vous dis cette fois-ci, le corps subit un changement de phase, c'est-à-dire vous avez une vapeur saturante qui va se condenser, et donc céder au fluide froid sa chaleur latente de condensation. Donc vous allez avoir pour le fluide chaud la chaleur latente de condensation de la vapeur saturante multipliée par le débit de condensat, et la charge qui se revaporise, c'est comme tout à l'heure, la chaleur latente de vaporisation multipliée par le débit. Alors on me demande, comme tout à l'heure, bon ici je donne
la nomenclature, qu'est-ce qu'indique les L, ça indique toujours les chaleurs latentes. V pour vaporisation, C pour condensation. Les W, ce sont les débits massiques, les kilogrammes par heure ou par seconde. Alors V pour vaporisation, C pour condensation. 1, c'est ce qui est soutiré du pied de la colonne. C'est ce qui est soutiré du pied de la colonne qui est à sa température d'ébullition. Le taux de rebouillage, le voici. Et comme on l'a dit précédemment, le U est le coefficient global de transfert thermique au sein de votre échangeur. Alors, si l'on devait maintenant tracer le profil de température, puisqu'il s'agit de condensation et de vaporisation, les températures restent constantes et vous allez avoir ceci pour le fluide chaud et pour le fluide froid qui subit quant à lui une revaporisation. Donc le fluide chaud, c'est une condensation. Le fluide froid, c'est une revaporisation. Voilà. Delta T reste constant, donc la delta TML se confond avec la différence température delta. Alors là, c'est le devoir que j'avais demandé aux étudiants la séance précédente quand j'ai fait votre cours sur la plateforme Webex. Je vous avais demandé de me tracer les profils de température. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'une vapeur surchauffée et d'un liquide froid. Premièrement, il faut donner les expressions des flux, du fluide chaud et du fluide froid, et tracer en main levée les profils de température pour les deux fluides. Vous refaites ce même travail, vous le refaites cette fois-ci pour une autre calandre, un autre type de calandre que voici. Alors là, pardon. Vous avez la calandre, vous la reconnaissez, il y a une tubulure d'entrée, deux tubulures de sortie, c'est la calandre J. C'est la calandre J, donc il s'agit de l'échangeur A, J, et je vois ici une tête flottante, AJT. Ça serait un échangeur AJT. Je vous demande pareil, de me déterminer les expressions du flux, ce sont les mêmes que celles de la diapo d'avant, et aussi de me tracer les profils de température. Voilà, c'est ce qui termine un peu cette partie de cours qui est relativement courte, mais j'aurais souhaité également, comme devoir de maison, que vous me prépariez ce travail-là. Je vais me mettre sur le code théma et vous demander ce que je voudrais que vous prépariez chez vous. Alors, voilà. Alors, j'aurais souhaité que vous me traciez le profil température d'un fluide côté calandre uniquement pour la calandre type G, type H et type J. Donc un fluide qui subirait uniquement un chauffage ou un refroidissement. Un chauffage ou un refroidissement, à vous de choisir pour se mettre dans l'esprit du cours du rebouilleur. Ça serait un chauffage, donc je vous demanderai un chauffage sans qu'il y ait changement de phase, un chauffage uniquement. Donc je voudrais avoir les expressions ou bien le tracé à main levée du profil de température dans la calandre G, H et J uniquement. G, H et J. Donc faites-le et transmettez-moi vos devoirs sur ma boîte mail. Voilà, ceci termine la cinquième cours. Le cinquième cours, la cinquième, comment est-ce qu'on appelle déjà ça? Deuxième partie de la cinquième séance. Donc c'est la deuxième partie de la cinquième séance. La sixième séance sera réservée, elle sera faite en une seule fois, elle sera réservée uniquement aux condenseurs. Et la dernière séance sera relative à la méthode NUT. Voilà, ceci termine mon cours, la deuxième partie de la cinquième séance. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Et transmettez-moi vos commentaires
soit sur ma boîte email, soit sur YouTube là. Allez, bon courage, au revoir.